Bienvenue, M. Thionnet. Merci à vous pour votre invitation. Voilà, parmi vos nombreuses attributions dans le Parlement européen, donc vous êtes dans le comité pour la politique extérieure, Tout à fait. vous êtes suppléant pour l'Ukraine, l'OTAN, les relations du Parlement avec l'OTAN, et vous êtes rapporteur fictif pour la Moldavie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rapporteur fictif? Alors, il y a des attributions de rapports au sein des différents groupes politiques. Et donc, c'est un groupe politique qui va recevoir un rapport. Et donc, ensuite, ça n'empêche pas que les autres groupes politiques peuvent travailler également sur ce rapport. Simplement, ils ne sont pas le rapporteur principal, comme on dit, mais ils travaillent fictivement sur un rapport et ensuite peuvent le mettre à contribution. Et ensuite, il y aura des négociations, des discussions entre les différents groupes pour faire un rapport unique. Et donc, vous êtes à l'origine de ou un de ceux qui ont rédigé ce rapport. Il n'a pas une moindre valeur que le rapport principal. J'imagine que les deux sont analysés au même niveau. Oui. Alors, puisque vous êtes tellement impliqué dans le processus d'adhésion de la Moldavie, entre autres, à l'Union européenne, quelle est, je dirais, la probabilité que la Moldavie adhère en 2030, comme on le dit, on le croit, à Chisinau, la capitale? Il me semble que pour aborder cette question, il faut regarder un petit peu comment a évolué le rapport de l'Union européenne à l'élargissement. Et donc, finalement, dans les premiers temps de l'Union européenne, il y avait plutôt, on va dire que la nécessité pour un élargissement était d'une adhésion globale à un projet presque civilisationnel, on va dire, un projet vraiment global dans toutes les dimensions. Et il y avait une volonté de le restreindre à une cohérence quand même très forte d'harmonisation économique, industrielle, agricole, etc. Vous parlez de ce qu'on a appelé le Big Bang en 2004. Voilà, on va dire, je parle encore avant, précédemment. Voilà, mais donc juste pour faire l'Autriche, la Suède. Voilà, pour faire une perspective un petit peu historique. Parce que les fondateurs sont 6 pays. Exactement, les fondateurs sont 6 pays. Et c'est vrai que le projet a largement évolué. Et aujourd'hui, encore plus depuis la guerre en Ukraine, je dirais depuis 2022, je pense qu'on est encore dans une nouvelle phase où l'agenda de l'élargissement va plutôt être un agenda géopolitique. C'est-à-dire qu'on va moins regarder, l'Union européenne, la Commission européenne notamment, va moins regarder est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il y a des règles communes dans tout un tas de domaines économiques, sociaux, agricoles, mais va plutôt regarder comment faire en sorte que l'Union européenne soit un acteur plus fort géopolitique et donc finalement comme un espace de protection. Donc voilà, je pense qu'on est entré dans cette logique-là. Et ce qui fait que je pense qu'il y a un risque pour l'Union européenne d'apparaître comme hypocrite ou alors de faire de faux espoirs à un certain nombre de pays, puisqu'on va annoncer à l'Ukraine une adhésion très rapide, on va annoncer à la Moldavie une adhésion très rapide, d'abord pour des questions géopolitiques, pour les rassurer ou prendre ses distances par rapport à la Russie, ce qui peut être légitime au fond, hein, bien sûr, mais je pense que ce n'est absolument pas viable à court terme. Je pense que ce n'est pas une échéance crédible. Il y a aussi les pays des Balkans qui attendent et qui étaient là avant. C'est ce que j'allais venir sur ce sujet. Et en plus, l'élargissement, on parle des négociations pour les Balkans, certains, ça fait 25, 30 ans. Je pense qu'on peut même dire 30 ans pour certaines discussions, 25 ans en tout cas. 30 ans, c'est plutôt la Turquie. Voilà, qui on va est dire un autre cas. au moins 15-20 ans. Ce qu'on oublie, c'est que la Turquie est aussi un candidat à l'Union européenne. Et qu'elle avait même commencé les négociations qui sont suspendues actuellement, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent que du temps de feu Wilfried Martens, le chef des populaires du PPE, il y a un quart de siècle, il a poussé pour que la Turquie obtienne le statut aspirant à l'Union européenne, ce qui aujourd'hui est considéré une faute, vu ce qui se passe dans le pays. Et donc vous savez, pour les auditeurs et ceux qui nous écoutent, que le parti politique auquel j'appartiens, lui, est hostile à tout nouvel élargissement. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il y a, et on parlera peut-être plus spécifiquement de la Moldavie ensuite, ça ne veut pas dire qu'il y a une hostilité à l'égard de ces pays et de ces peuples. Au contraire, il y a même des volontés de partenariat sur tout un tas d'enjeux. Mais nous considérons, pour les raisons qu'on a évoquées, le blocage des mécanismes d'adhésion, en tout cas, le fait que la durée est extrêmement longue, le fait qu'il y ait, selon nous, le projet a été dénaturé, on va dire qu'il y a déjà des problèmes qui sont énormes. Je ne sais pas si des fois les citoyens moldaves s'en rendent compte, mais au sein de l'Union européenne, les politiques qui ont été menées depuis des années, ce sont pour nous, le résultat est catastrophique dans tout un tas de domaines. Hein. Quand on voit aujourd'hui la situation de dépendance de l'Union européenne au point de vue énergétique, au point de vue commercial, l'absence de protection. C'était en train de s'améliorer récemment.
sur certains aspects, on peut éventuellement en discuter. Oui, il y a une petite prise de conscience. Et au sein des États membres, là pour le coup, dans le cas français, il y a également une crise sociale importante, économique, agricole, avec une concurrence déloyale très forte au sein du marché européen. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, pour nous, le processus d'élargissement doit être stoppé. Alors à partir de là, évidemment, là, si on parle de la Moldavie, pour nous, il n'est pas question d'avoir des relations d'hostilité ou inamicales avec la Moldavie. Au contraire, je pense qu'il y a une relation profonde qui peut être exercée. À titre personnel, j'ai une forte amitié pour ce pays. J'ai eu l'occasion de m'y rendre aussi dans le cadre mission d'observation électorale. Oui. Et donc c'est vrai qu'il y a toutes les raisons du monde d'avoir des sympathies pour ce peuple et ce pays. Mais quand vous formulez des phrases comme submersion migratoire, oui. Vous pensez aux candidats? Ah non, non. Non. Non, bien sûr que non. Et en l'occurrence, là, on parle plutôt, quand on est critique par rapport à la politique d'immigration qui est menée, il ne s'agit pas des populations européennes et pas de la population moldave ou des populations des pays candidats. On parle vraiment, 99% de nos problèmes migratoires viennent de la politique migratoire par rapport au continent africain, au Moyen-Orient, oui. Et on parle vraiment de ces sujets-là. Donc revenons à la Moldavie. Est-ce que c'est réaliste que la Moldavie adhère en 2030 ? Je ne le crois pas. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est davantage une promesse géopolitique qui a été faite. Ensuite, je crois que cet agenda ne pourra pas être tenu. Nous, au sein de notre groupe, notre délégation, nous ne souhaitons pas de toute façon cet élargissement supplémentaire, mais parce qu'il y a aussi, il faut regarder un petit peu un diagnostic. Alors, bien sûr que la situation globale en Moldavie s'améliore, mais pour le coup, on a donc, lors de déplacements. Donc, l'acquis communautaire a-t-il été appliqué tel qu'il s'était engagé à le faire ? Il y a des grands reproches à faire à la Moldavie ? Il y a en partie une situation qui s'améliore, mais il y a aussi quand même des grands points de blocage qui demeurent aujourd'hui. Par exemple, si on prend le cas de la corruption, il y a eu bien sûr des efforts qui ont été faits, qui sont notables. Il y a une volonté politique, on va dire, de la part de la présidente Maia Sandu de ce point de vue-là. Mais en tout cas, moi, les échanges que j'avais pu avoir en Moldavie avec aussi les autorités, c'est quand même qu'il y avait encore un très gros travail à faire, notamment en termes de justice, sur la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges. Donc je pense que ça, ce sont des valeurs cardinales au sein de cet espace commun européen. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que certains pays membres, comme la Hongrie par exemple, se trouvent dans la même situation, ce qui nous amène au paradoxe de dire que si la Hongrie était candidate aujourd'hui, elle ne pourrait pas adhérer alors ? Je ne pense pas que ce soit quand même la même situation. Je crois qu'il y a eu, entre l'Union européenne, la Commission notamment, et la Hongrie, il y avait plus une bataille sur qu'est-ce qu'on appelle état de droit. Et que c'était la bataille se portait davantage sur différentes conceptions. Je rappelle que vous êtes membre du même groupe parlementaire que le parti au gouvernement en Hongrie. Donc, oui. Ensuite, j'imagine que votre opinion n'est pas influencée par la présence des gens de Orban dans le... Non, ensuite, après, il y a certains dossiers, en effet, on ne partage pas les mêmes orientations, ça arrive régulièrement. Par exemple, sur le cas de l'élargissement, voilà, c'est un cas. Donc, honnêtement, ce n'est pas un souci d'objectivité. Là, pour le coup, c'était plus une conception, qu'est-ce qu'était l'état de droit, et par rapport à une bataille qui est menée avec la Commission européenne. Mais voilà, non, mais pour le cas moldave, voilà, je pense qu'il y a quand même il y a des dossiers quand même importants, mais aussi des questions de problématiques régionales, d'abaissement des tensions, Transnistrie, Gagaouzie. Je pense qu'il y a aussi ces questions-là, des questions plus sécuritaires, on va dire, qui se posent, même avec des conséquences géopolitiques. Donc voilà, je pense que, objectivement, sur un certain nombre de dossiers, et pour un tempo 2030 qui est extrêmement rapide, je pense que ce n'est pas réaliste. Mais par rapport à l'objection que vous venez de formuler, la Transnistrie, mais on a quand même accepté Chypre, dont la moitié est occupée par la Turquie depuis des décennies. C'est en effet, et je crois qu'on intervient souvent à ce sujet, notre délégation, notre groupe, sur le fait que l'Union européenne ne défend pas assez un État membre, en l'occurrence, parce que, et on en parlait au début, la Turquie est toujours officiellement candidate à des OLUE. Et donc, il y a une volonté d'apaiser ou de mettre ce sujet sous le tapis pour ne pas aborder les sujets qui fâchent. Nous montons en soutien à cet État membre, mais je pense qu'il est important peut-être ça crée quand même un certain nombre de blocages et de difficultés. Je pense que ce serait pas souhaitable de créer un deuxième cas identique, non résolu,
et qui crée une situation difficile géopolitiquement pour les que Européens. Répondez-vous à l'argument, et on peut dire la même chose de l'Ukraine, on ne peut pas lui imposer une paix qui est discutée en ce moment par les États-Unis et la Russie tout seuls, sans l'Europe. Quelle est votre position par rapport à ça? En effet, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs jours maintenant, mais on pouvait s'y attendre un petit peu avant, c'est qu'un conflit qui a lieu sur le continent européen, qui concerne une nation européenne, l'Ukraine, va se régler entre des mains, une puissance outre-Atlantique, les États-Unis, et la Russie. Et que, en grande partie, les Européens sont exclus de ces négociations, ou en tout cas ne pèsent pas fondamentalement sur les éléments décisifs de la négociation. Donc je pense que quiconque est attaché à l'Europe et à l'influence, à la voix de son pays, ne peut qu'être déçu, ne peut que dénoncer et, disons, déplorer cette situation. Alors ensuite, est-ce qu'il était possible de faire autrement aujourd'hui ? Malheureusement, je ne le crois pas, et pour une raison simple, c'est que pour pouvoir être influent dans des négociations, il faut être puissant. Il faut avoir derrière la voix qu'on veut porter dans des négociations, il faut avoir une capacité militaire crédible. Or aujourd'hui, et depuis des années, les Européens se sont reposés sur la protection militaire américaine, et ils ont dit, bon, les choses sérieuses, c'est les Américains qui sont la garantie de sécurité du continent. Nous, les Européens, on peut dépenser un petit peu moins maintenant, depuis la fin de la guerre froide. On peut mettre notre argent ailleurs. Et la défense, finalement, on n'en aura plus tellement besoin. Sauf qu'aujourd'hui, la conséquence concrète, c'est que le premier soutien militaire de l'Ukraine, c'était les États-Unis. Donc il est assez logique que dans des négociations... Financièrement, c'est quand même l'Union européenne qui a donné plus. Financièrement, c'est exact. Mais dans le cadre d'une négociation, qu'est-ce qui fait que Trump est en position de force ? Parce qu'il souhaite imposer un accord de paix, c'est une première chose, il a la volonté, mais il a la capacité aussi d'effectuer une pression et de faire monter la pression sur la partie adverse, sur Vladimir Poutine et la Russie. Est-ce que les Européens auraient cette capacité de dire, bon, si vous ne venez pas à la table des négociations, si on ne discute pas de la paix maintenant, on va augmenter largement le soutien militaire, on va faire peser une pression sur la Russie. Donald Trump aurait pu prendre cette carte-là aussi. Nous, les Européens, n'ont pas cette capacité, donc on est réduit à un état de spectateur de cette grande négociation. Pourtant, le président Macron avait déjà proposé il y a plus d'un an l'envoi de troupes au sol comme force d'interposition en Ukraine. La position d'Emmanuel Macron était celle de réfléchir à est-ce que finalement une présence directe de soldats sur le sol en Ukraine serait une manière utile d'aider l'armée ukrainienne. Je pense que c'était une erreur, puisque en fait, quel a été le résultat ? Donc vous n'êtes pas pour l'envoi de troupes d'interposition ? Alors, il faut distinguer les deux aspects. Emmanuel Macron avait été flou et parlait peut-être de présence de troupes en période de guerre en Ukraine. C'était un test plutôt. Oui, voilà. Sauf que ça a isolé la voix de la France, puisque l'ensemble des partenaires européens et de la totalité ont dit bon, ce n'était pas une question qui se pose. Donc ça a été réglé. Ensuite, la question de savoir, et là qui est au cours des négociations aussi, est-ce que si le conflit s'arrête, est-ce qu'il pourrait avoir des forces qui puissent garantir la paix sur l'Ukraine indépendante, pour éviter qu'il y ait une reprise du conflit? Ça, c'est une autre question. Je ne suis même pas sûr que la question va se poser, parce que ça fait partie des négociations. Mais c'est deux sujets différents. Et il est hors de question, évidemment, que des troupes soient déployées en période de conflit sur le territoire ukrainien. Ensuite, est-ce qu'il y a une mission d'interposition de paix qui sera proposée? Dans quelles conditions? Ça, je pense que c'est de l'ordre de négociation et on ne peut pas se prononcer. Est-ce que vous êtes, pas vous personnellement, mais le parti, le groupe, ainsi de suite, à la création ou à l'amélioration de l'actuelle brigade d'intervention rapide de l'Union européenne, qui a, je ne sais plus, 3 000 membres ou 5 000 membres? Alors, une armée européenne, le projet d'une armée européenne, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors non. En fait, là aussi, les mots sont parfois piégés quand on évoque la défense européenne, l'Europe de la défense, etc. Il faut bien distinguer ce qui relève de la coopération entre États. Ça, nous sommes tout à fait favorables. Ça se fait même en dehors de l'OTAN et de l'Europe. Tout à fait. Mais ce que les différents États européens qui gardent la souveraineté en termes d'utilisation de l'armée, des décisions militaires, mais coopèrent et fassent des initiatives communes sur un certain nombre de sujets militaires, ça c'est totalement être favorable à cette question-là, d'autant plus que si les Américains nous disent très clairement que la protection du continent maintenant, c'est plus tellement notre affaire, on va regarder la Chine, le Pacifique, et que c'est aux Européens de faire davantage, il va falloir se rapprocher, avoir des voies de convergence
plus poussée. En Donc, revanche, vous n'avez rien à objecter à la présence de troupes françaises en Roumanie ou en Moldavie. Je termine juste sur la distinction, oui. et je reviens à votre question, oui. mais en revanche, Les nous mots sommes totalement piégés. opposés si on entend intégration européenne, si on entend de faire une armée unique, où il y aurait finalement, ce ne seraient plus les États-nations qui décident de coopérer et de se rapprocher, mais si c'était par exemple la Commission européenne oui. ou un commandant européen unique qui ferait un espèce d'embryon d'armée unique, ça nous sommes totalement opposés. Mais c'est important de distinguer. Nous ne sommes absolument pas opposés à ce qu'il y ait une coopération plus poussée et de faire en fait davantage entre Européens sans les Américains. Je pense que c'est vers quoi il faut aller. Mais s'il s'agit de dire qu'on va faire sans les États-nations et commencer à créer un embryon d'armée unique avec un décideur unique, un drapeau unique, une armée unique, ça, on s'y opposera de toutes nos forces. Et l'autre variante qui serait que la France étende son parapluie nucléaire à toute l'Europe? Je crois que ça, c'est un très vieux débat. Il ne date pas du tout de la guerre en Ukraine, mais il date des années 50, 60. Pas du général de Gaulle, il se serait opposé. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, la question est de savoir est-ce qu'il est crédible et réaliste de dire que la France serait prête à mettre sa dissuasion nucléaire en jeu si ses intérêts vitaux nationaux n'étaient pas concernés. En fait, la réponse, c'est évidemment non. C'est qu'on peut réfléchir théoriquement, etc. Mais c'est une arme qui n'est pas censée être utilisée. Exactement. C'est une arme de non-emploi, comme disent les spécialistes. Et évidemment, c'est une arme qui a vocation à défendre les intérêts vitaux de la nation. Parce qu'il est évident qu'un chef d'État qui représente le peuple, la démocratie, ne peut pas mettre en jeu la sécurité de son peuple, de son pays, son existence même, pour un intérêt qui ne serait pas national. En revanche, le simple fait que la dissuasion nucléaire française existe, que la France soit sur le continent européen et ait une dissuasion nucléaire, participe à une protection plus globale, par son existence même. Mais je pense qu'il faut bien faire la distinction. Il n'est en aucun cas question d'élargir cette dissuasion, ni même la décision d'emploi de l'arme nucléaire au niveau européen. Mais le fait que la France soit une puissance nucléaire compte dans l'équation globale sur le continent. Et même pour la Moldavie peut-être. Donc pour conclure, vous êtes donc rapporteur fictif, comme on dit, pour la Moldavie, et aussi vous avez constaté que le pays a appliqué, si je résume bien appliqué l'acquis communautaire, mais il reste à faire dans le domaine de la corruption, haute corruption, justice et quelques autres. Voilà. Monsieur Pierre-Romain Thionnet, je vous remercie de votre présence. À propos de fictif, est-il vrai que vous êtes l'éminence grise du groupe parlementaire français? Écoutez, je pense qu'on est 30 membres dans notre délégation. On est le Rassemblement national et la délégation la plus importante de tout le Parlement européen, devant la CDU allemande. Donc je crois que chacun dans ses commissions participe à notre réflexion globale et on a cette chance d'être présent dans toutes les commissions. Monsieur Thionnet, merci d'être venu sur notre plateau. Sunt Dan Alexe, l-am avut invitat pe Pierre-Romain Thionnet din Partidul Rassemblement Național din Franța și raportor pentru Moldova din partea, cum ar veni, a opoziției în Parlament. La revedere!